les migrations, les mouvements de migration ont toujours existé. Toujours. À l'époque où il n'y avait pas de frontières, les hommes marchaient. Le simple fait de marcher 15 km par jour permettait en fin de vie d'homme d'arriver en Chine alors qu'on était parti d'Afrique. C'est-à-dire que, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas d'armée, et les petits groupes humains, 50 à 300 personnes, se déplaçaient pour suivre le gibier, pour suivre les aliments. Donc on a toujours été migrants, toujours. Et quand on fait les marquages ADN sur les os, on constate qu'il y a des os africains en Chine, il y a des os asiatiques en Suède, c'est-à-dire que les hommes se sont déplacés toujours sur la planète pour ne pas mourir. Et qu'en se déplaçant, ils apportaient leur culture et rencontraient une autre culture. Parfois il y avait des frictions, parfois il y avait souvent il y avait des stimulations, et que de toute façon, les cultures évoluent tout le temps. C'est ce qui fait la dynamique, la richesse de la condition humaine, c'est qu'on peut toujours négocier, trouver des trucs, faire évoluer la technologie et la culture. Le problème a commencé à devenir plus difficile quand il y a eu des nationalismes et quand il y a eu des frontières. Parce qu'à ce moment-là, les migrants rentraient par effraction. Avant, quand il y avait de l'espace pour tout le monde, il n'y avait pas cette notion d'effraction. On se déplaçait, on suivait là où il y avait des fruits, ou la glaciation qui nous faisait descendre vers l'équateur. Donc on ne faisait de mal à personne. Dès l'instant où il y a des frontières, les migrants prennent une fonction de corps étranger. Donc là, ça devient difficile. Si ça a commencé avec l'ère industrielle et avec les croisades surtout, alors que les migrants à l'époque des croisades, c'était les croisés qui allaient déclencher la guerre jusqu'au Proche-Orient. Mais dès l'instant où il y a eu des frontières, dès l'instant où on avait des langages différents, quand j'étais enfant, on parlait encore, au milieu du XXe siècle, on parlait encore des immigrants de l'intérieur, les Bretons, les Basques, les Morvandiaux, c'était les immigrants de l'intérieur. Ils ne parlent pas notre langue, ils parlent un patois, le breton. On disait que c'est un patois breton, ça ne plaît pas trop aux bretons, ça. Mais on le disait. Et puis, regardez, ils ne se comportent pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes rituels, ils n'ont pas les mêmes chaussures, ils n'ont pas le même accent. Ce ne sont pas des vrais êtres humains. Et hop, dès l'instant où on veut la normativité, on évolue vers la pensée totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de penser la norme. Il y a la norme biologique. On a une espérance de vie de 100, 120 ans, pas beaucoup plus. On doit avoir 1 gramme de sucre par 100. Si on en a plus, on est diabétique. Si on en a moins, on fait des malaises hypoglycémiques. Donc il y a une norme biologique. Il y a une petite fourchette. Il y a une norme axiologique. Je suis philosophe, voyageur, explorateur, psychiatre, votre monde m'intéresse. Je vais me décentrer de mon monde, racontez-moi les rituels bretons. Racontez-moi la culture bretonne, cette étrange culture, racontez-moi ça. Et du coup, votre différence m'intéresse et vous m'enrichissez parce que je suis explorateur et que vous voulez bien m'inviter dans votre monde. Et puis il y a la norme normative, c'est la norme dont j'ai parlé à l'université ce matin, c'est-à-dire il n'y a qu'une manière d'être normal, c'est celle du chef, c'est moi. Si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'adhérez pas à toutes mes idées, je vais vous déporter, vous torturer, vous excommunier, enfin, vous rééduquer, enfin il y a des tas de mots pour votre bien, bien sûr. On a des marqueurs médicaux qui permettent d'évaluer le niveau de santé d'un groupe. Donc on peut ne pas dire n'importe quoi. Et on voit que la première génération des migrants souffre et ne dit pas un mot. Parce que leur rêve, c'est que leurs enfants s'intègrent. Le résultat, c'est que leurs enfants ne s'intègrent pas forcément. Parce que les enfants ont des parents non sécurisants. Mon père, ma mère, qui viennent d'un pays étranger, ils n'ont jamais parlé. Ils ne disent rien. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Pourquoi ils sont là? Pourquoi je suis né là? Donc il y a un contresens entre la culture haute et les migrants. La culture haute
qui dit on leur a tout donné, on les a accueillis, on leur a donné des bourses, et ils sont délinquants, et ils se suicident, et ils nous font des reproches de les avoir mal accueillis, alors que les migrants disent je suis mal parce que mes parents ont été mal accueillis. Je suis mal parce que mes parents, malheureux, n'ont pas été pour moi une base de sécurité, et on voit qu'ils ont plus de marqueurs de mal-être que la première génération. Alors il y a des immigrations heureuses, hein. Par exemple les gens qui vont travailler dans un pays parce qu'ils aiment ce pays, ils ont un diplôme, ils ont une langue, ils changent de pays, pour eux c'est une aventure, et c'est excitant et fatigant comme une aventure. Ça c'est l'immigration choisie, c'est l'immigration heureuse. Les migrants reçoivent, et ceux qui reçoivent les migrants reçoivent aussi. La culture haute reçoit, et les migrants reçoivent la culture dans laquelle ils désirent vivre. Ça existe, ce n'est pas la majorité des cas. Surtout maintenant, où on voit des migrations contraintes. Contraintes par le malheur, contraintes par la guerre, contraintes par le climat, contraintes par la pauvreté, donc par la torture. Donc toutes ces migrations-là sont des migrations forcées. Je pense que ça va être le problème des décennies à venir, parce qu'il y a la surpopulation, parce qu'il y a la globalisation qui, sur le plan économique, va poser des problèmes, où là je ne suis pas compétent, mais je sais que ça va poser des problèmes, parce qu'il va y avoir des migrations climatiques, ça a déjà commencé. Je pense que la guerre du Darfour est une guerre climatique et non pas une guerre religieuse, comme on l'a dit. J'ai vu, si vous aimez l'Espagne, et vous devez aimer l'Espagne, vous prenez l'avion et vous passez au-dessus de Séville. La première fois, il y a 10 ans, quand je suis passé au-dessus de Séville, il y avait des champs verts. Aujourd'hui, il n'y a que du désert. Et quand il y a eu Barcelone, a été privé d'eau. Et c'est une noria de tankers qui partait de Marseille et qui apportait de l'eau aux Espagnols, aux Catalans. Jusqu'au moment où ils ont dérivé l'eau des Pyrénées, et maintenant ils ont de l'eau, mais s'il n'y avait pas eu les Marseillais, ils seraient morts de soif. Donc ça a déjà commencé. Et ça provoque des conflits politiques urgents, douloureux.